Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin, Guirec Hamon, il est référent Jeunes Horizons des Côtes d'Armor et il est avec nous pour parler politique évidemment. Bonjour. Bonjour. Alors, quand je disais on va parler politique, il y a de quoi faire. Le budget qui continue, on en parle quasiment maintenant tous les matins sur cette antenne, de ce budget qui ne fait pas l'unanimité. Comment trouver finalement des recettes sans trop imposer les Français, sans trop alourdir la charge, on pourrait le dire comme ça. Et d'un autre côté, continuer à faire fonctionner l'État et continuer à investir et continuer finalement à faire en sorte que la France maintienne son rang. Alors, justement, on est dans une situation qui est particulière, c'est que le pouvoir revient à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et un exercice justement du pouvoir qui est pas traditionnel, qui est pas culturel, et donc il faut savoir maintenant travailler ensemble. Bon, ça c'est le message d'Horizon depuis le début, mais on voit bien qu'il y a des résistances. On est en 2024, bientôt 2025, il y a des échéances municipales, des échéances présidentielles, et donc par ce PLF, ce projet de loi de finances, il y a des jeux politiques qui se font. C'est-à-dire qu'il faut marquer le coup, dire que nous avons des personnalités, quand je dis nous, je parle des partis qui rédigent des amendements, mais qui ne sont pas soutenables financièrement, avec une charge qui pèserait énormément sur les Français. Et donc, avec cette idée qu'il y aurait le 49.3 de toute façon à la fin. Donc ils se disent... Allons-y, montrons aux Français que nous sommes des combattants, même si on sait que ça va pas, nos amendements, nos idées ne vont pas aboutir. Alors que ce qui devrait être fait, et c'est ce que fait Horizon, c'est discuter avec tout le monde, trouver un compromis. Ils seront pas d'accord sur tout, mais déjà ce serait déjà bien de commencer par savoir qu'on sera pas d'accord sur tout, mais qu'on peut trouver quelque chose, parce que c'est quand même la loi de finances qui va ensuite distribuer tous les crédits dans toutes les institutions, aux Français, les fiscalités avantageuses. Et c'est quelque chose d'important. Et dans cet exercice-là, comme vous l'avez dit, on est dans une foire à l'impôt, d'un côté, et parfois aussi une foire aux économies, sans qu'il y ait véritablement de cohérence dans tout ça. Ça pose la question de la crédibilité de la France, parce que le projet de loi de finances, c'est pour la France, pour les Français, mais c'est également aussi un message pour les partenaires européens. Est-ce qu'on est capable d'être sérieux dans la construction d'un budget? Et là, on voit bien que l'exercice parlementaire est difficile pour certains, et on se demande si parfois ils comprennent les enjeux qu'il y a derrière. On a oublié ces enjeux là finalement, ces enjeux sont très importants. Là on est quand même sous surveillance. Alors vous parliez à l'instant de l'Europe, l'Union européenne regarde avec grand intérêt ce qui se passe en France. On a parlé à un moment quand même de nous mettre sous surveillance comme la Grèce. La situation est quand même très grave. Michel Barnier l'a dit lui-même. Est-ce qu'il faudrait plus de sérénité dans les débats justement pour essayer déjà au moins d'apaiser quelque chose? La surveillance de la France par la Commission, on est déjà en procédure pour déficit excessif. Bon. Pour que la France arrive au stade de la Grèce après la crise de l'euro, enfin pendant la crise de l'euro, il faudrait quand même atteindre un autre niveau. Parce que la France a une capacité, elle, de récupérer l'impôt, une capacité pour payer ses créanciers. La difficulté, elle est justement sur la charge de la dette ensuite. On arriverait à, je crois... 70 milliards, alors à horizon, je ne sais plus, 2027-2028 par an à rembourser pour les créanciers. Donc c'est une capacité d'investissement en moins pour la France, 70 milliards par an. Et donc ça pose la question de savoir si la France peut s'en sortir sans avoir recours à l'emprunt. Elle peut, mais comme vous l'avez dit, il faut avoir des débats sereins. Ce n'est pas le cas. D'un côté extrême gauche LFI, on est sur il faut de l'impôt, il faut de l'impôt. Et Anne Le Henaf, je me souviens, avait très justement dit cette chose-là, c'est qu'il ne faut pas casser l'appareil productif. On est ouvert à discuter sur justement un impôt plus juste dans cette situation délicate, mais faisons attention à ne pas casser la production. Pourquoi? Parce que si on casse la production, on a déjà un problème de compétitivité, ça va, supprimer des emplois. Ces emplois-là, il va falloir qu'il y ait une action de l'État, c'est-à-dire davantage de financement social, et donc on entre dans un cercle qui est désastreux. Donc faisons, et pourquoi? Simplement pour un message. Non, soyons sérieux,
et travaillons ensemble. Ça ne conviendra pas à tout le monde, de toute façon. On est dans une situation où il faut trouver de l'argent, soit en le récupérant, soit en faisant des économies. Mais on ne sera pas d'accord sur tout, mais c'est possible de trouver un terrain d'entente. On est quand même capable, je pense, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de trouver des solutions tenables. Et à Horizon, c'est la voie qui est portée, c'est on discute avec tout le monde. Seulement, il y a des intérêts politiques qui font que c'est peut-être plus parlant de hausser la voix dans l'hémicycle que de travailler sur des amendements en commun dans des commissions. Alors, il faut regarder les choses en face, effectivement, trouver de l'argent. Regardez aussi à ne pas pénaliser des secteurs. Vous me voyez venir, je prendrai le cas emblématique des radios associatives. On en parle régulièrement sur cette antenne. On a lancé une alerte qui vont être pénalisés par ce budget. Voilà, c'est peut-être pas le budget social non plus, mais c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de secteurs qui vont réclamer de ne pas être amputés des aides de l'État, des aides publiques. C'est le cas aussi pour tout le volet social. On entend les territoires qui commencent à crier un peu au secours. On pense aux collectivités locales qui disent aujourd'hui on n'est pas sûr de terminer à l'équilibre si on nous demande de faire 5 milliards d'efforts, puisque c'est le chiffre qui a été avancé. On a l'impression que ça craque de toutes parts. Comment faire pour que ça ne craque pas, justement? Ce qu'il faut éviter, c'est justement le vent de panique. Puisqu'à l'Assemblée nationale, il semblerait que certains députés, une grosse partie des députés des extrêmes, ne veulent pas entendre. Donc il y a une certaine forme de panique de ceux qui, justement, bénéficient, et tout le monde bénéficie, mais de ceux qui regardent attentivement quelles aides ils vont pouvoir recevoir. Et donc les collectivités, les radios locales, voient qu'à l'Assemblée nationale, il y en a qui ne font pas leur travail, que la voix qui porte, c'est finalement l'outrance. Et qui sont en panique parce qu'ils ne sont pas entendus. Donc, ils essayent de trouver des voies pour se faire entendre, alors que ce devrait être à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je comprends complètement, parce que c'est un désarroi aussi pour ceux qui regardent, voilà, qui suivent ces débats, pour ceux qui se sentent touchés et qui ont peur justement de ces économies-là. Et il y a, dans cette situation de cohabitation parlementaire, on va dire, un exercice nouveau qui jusque-là n'est pas, je trouve, qui n'est pas encore à la hauteur. Alors je le trouve, moi, personnellement, mais de ce que vous me dites également, pour les radios, pour les collectivités, qui passent par d'autres canaux pour se faire entendre. C'est l'Assemblée nationale qui devrait avoir ce rôle-là, de porter la voix des territoires. Et le Sénat aussi. Alors, la voix des territoires, c'est aussi la voix de ceux qui ont voté. On l'a évoqué ici, pour les européennes, pour les législatives, qui ont envoyé un signal. On a vu cette montée de la gauche réunie, unie en tout cas à ce moment-là. On l'a vu aussi pour l'extrême droite, pour le Rassemblement national, qui a engrangé des voix, qui a élu de nouveaux députés. Est-ce qu'il y a un signal urgent et dangereux qui va au-delà du budget, qui est peut-être aussi pour la démocratie? Oui, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là. Il y a besoin de trouver des solutions. Bon, on va se tourner vers ceux qui semblent en avoir, ceux qui justement se présentent bien, peut-être, qui ont moins d'idées, ou des gens qui ont cette apparence de la force des convictions, et on se dit, ils vont aller jusqu'au bout. Et puis, après moi, le déluge. Mais il faut écouter ces territoires, et j'en profite justement de cette discussion pour faire un petit peu la promotion d'un projet que nous, les jeunes Horizons, on a dans le Grand Ouest. C'est ça s'appelle Go Horizon. Alors Go Horizon, c'est pour Grand Ouest Horizon, et c'est un projet qui est à l'initiative des responsables jeunes de Bretagne et des Pays de la Loire. Et je pense notamment à Louise Le Henanf, Louise Rowe, Quentin Saint-Lambien qui était venu, ou encore Hugo Théotime, parmi d'autres. Je les nomme parce que c'est important de valoriser et d'encourager justement ce travail d'équipe, cette initiative qui vient justement des territoires. Alors, Go Horizon, ça consiste en quoi? Alors, il s'agit de mettre en commun les talents et les compétences multiples des jeunes, et par cela les encourager à s'investir dans une communication qu'on souhaite plus claire, plus saine, plus utile, et au service justement de ces hommes et ces femmes qui s'investissent à Horizon, c'est-à-dire présenter leur travail, leurs aspirations, leurs inspirations. Et on a cette ambition massive
de casser un petit peu cette communication politique outrancière, comme je le disais d'un côté, lisse et mensongère de l'autre, casser cette rhétorique volontairement guerrière, qui ne rend pas justice à ces hommes et ces femmes qui s'investissent dans leur travail. Il faut un parler vrai, finalement. Exactement, et pas un travail, justement, c'est ce que j'allais dire, pas un travail qui est un travail au sens j'exécute mes tâches, mes missions, mais parce qu'ils ressentent que c'est leur devoir de citoyenne et de citoyen. Alors c'est un projet ambitieux, hein, très, très ambitieux même. Mais enfin, je crois que l'ambition, si elle est bien accompagnée, bien conseillée, et surtout utile, elle est saine. Alors voilà, c'est ça l'idée, c'est ça l'esprit d'Horizon. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Voilà, Go Horizon, donc on peut parler d'un collectif, comment on peut le Non, nommer? non, non, c'est vraiment le régional, donc c'est Bretagne et Pays de la Loire. Ensemble, on met en commun, il y a des jeunes qui ont envie de s'investir, et en fait, on a monté ce projet-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en école numérique, ou etc. Et c'est les mettre en commun en Bretagne. Et en Pays de la Loire, ces talents pour ensuite proposer une communication sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, par exemple, des vidéos qui présentent ces hommes et ces femmes qui sont investis. Et qu'est-ce qu'ils font? Qui sont ces gens-là? Pourquoi à Horizon, elle est présentée, que ce soit informatif, qu'on comprenne en fait quel est leur travail, que ce soit des élus, notamment au Pays de la Loire, que ce soit pas des élus, c'est-à-dire moi je pense à Karine Guguin qui est la référente, qui est la déléguée départementale dans les Côtes-d'Armor, mais qui fait un travail monstre depuis 2 ans et qui n'est pas élue, mais ça fonctionne très bien. Et donc c'est présenter ces personnages-là qu'on n'a jamais vus auparavant, dont on a peut-être entendu parler, mais au moins expliquer sereinement, sans tomber dans l'outrance, sans tomber dans le message lisse et mensonger, vraiment montrer que à Horizon on est sérieux, on sait s'occuper des réseaux sociaux aussi, mais qu'il y a du potentiel. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est de montrer que dans nos territoires, il y a des hommes et des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, et c'est très bien, qui s'investissent et qui font un travail remarquable. C'est aussi une autre façon d'envisager la politique dans le sens le plus haut du terme, le plus noble. C'est aussi une façon de faire de la politique autrement, de penser autrement. S'il y en a besoin aujourd'hui, il faut écouter le message des Français, des Bretons. Oui, des Bretons et des autres d'ailleurs aussi. Et des autres d'ailleurs, hein, des Français plus largement. Mais c'est surtout prendre les choses par le commencement. C'est-à-dire, qui est cette personne? Que fait-elle? Bon, on a déjà un premier aperçu. C'est le but de ce projet, c'est de connaître. Et ensuite, lorsqu'on en entendra parler à la radio, lorsqu'on en entendra parler à la télévision, on saura qui c'est. Et ce sera sur du long terme, sur du moyen long terme. C'est-à-dire que cette personne-là n'apparaît pas comme ça, puis disparaît. C'est vraiment des hommes et des femmes qui sont investis dans le parti et investis dans le local. Ils pouvaient être, par exemple, chez les Républicains ou autres. Et pourquoi ils sont arrivés à Horizon? Expliquer, en fait, ce qu'est Horizon aussi dans les territoires. Une forme aussi de simplification en termes de communication, la communication directe. On en a besoin aujourd'hui de simplification à tout niveau, ne serait-ce que dans la compréhension des territoires, qui fait quoi, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Là aussi, il y aurait peut-être quelques économies à faire. Allez, je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a des économies de toute façon à faire, je pense, un peu partout. Ne serait-ce que de faire attention. Ne serait-ce que là. Sans aller dans des coupes brutales, il y a probablement des marges de manœuvre qu'on peut solliciter. Le tout, c'est de le faire intelligemment. C'est-à-dire que notamment ceux qui donnent l'ordre de faire des économies en fassent eux-mêmes. C'est la base. Et c'est ce que demandent d'ailleurs les gens. Ils disent, mais ils nous demandent de payer plus d'impôts, ou alors ils réduisent notre budget, mais eux ne touchent pas au leur. C'est un message qui est totalement compréhensible. D'ailleurs, il a été un peu reçu quand même ce message. On a entendu l'Élysée rétropédaler sur sa demande de 3 millions, d'augmentation de 3 millions d'euros de son budget. Ça a été la même chose au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Est-ce que demain, alors là, je vais toucher au sein des saints, mais est-ce que demain aussi, il faut revoir la rémunération des élus? Est-ce qu'il faut faire des efforts à ce niveau-là? Il ne s'agit pas de les punir, hein, c'est pas le sens de la question, mais est-ce qu'il faut que les élus disent à un moment, on a, je sais pas, moi, 7 000 euros, on peut très bien vivre aussi avec 6 000 euros, on peut refaire circuler l'argent. Est-ce que c'est un message qui pourrait passer aujourd'hui? Il pourrait passer, mais comme tous les messages, c'est qu'il faut qu'ils soient faits intelligemment, que ce soit pas forcé et qu'ils se sentent un peu finalement poings et pieds et poings liés. Voilà, pieds et poings liés, voilà. Et que ce soit fait finalement pas un coup de com',
que ça entre vraiment dans une stratégie pour convaincre que ceux les décisionnaires ont compris et sont d'accord, mais que ce soit suivi des faits, d'une part, mais que ça s'inscrive dans un projet réfléchi sur le long terme et pas sur une réaction à un moment donné. Parce que c'est pareil, c'est une actualité qui va passer, on en passera à une autre le lendemain. Donc quelque chose de construit et de cohérent, de sérieux. Parce que la réduction, si vous voulez, de l'indemnité des élus, oui, mais c'est pas ça qui va, d'une part, c'est pas ça qui va régler le problème. Et d'autre part, ça pose d'autres difficultés dans le sens où, après c'est des rapports qui sont sortis, hein, mais je sors pas ça de ma tête, hein, mais c'est notamment pour éviter qu'il y ait des soupçons de corruption, c'est-à-dire qu'ils vont aller ici ou là récupérer un petit peu d'argent. Ça c'est sur le long terme. Mais il faut que ce soit cohérent. Il faut qu'ils disent bon on va serrer la ceinture, on vote des lois qui demandent justement des coupes. Montrons dans cette lignée, dans cette communication de réduction des dépenses, que nous aussi, on sait se serrer la ceinture. Mais des petites mesures comme ça, égrenées au fil du temps, il faut un symbole, oui, mais il faut que ce symbole soit aussi réfléchi et fort, quoi. Avec une grande demande sociale en France. Là aussi, c'est comment satisfaire la demande sociale tout en économisant. Là encore, l'équation est très difficile. On le voit, beaucoup de services. On pense à l'aide à l'enfance. On pense aussi à la santé. Là encore, hein, ça revient assez souvent dans l'actualité ici en Bretagne et particulièrement dans les Côtes-d'Armor. Et plus largement en France, bien sûr. Comment, là aussi, faire des coupes efficaces sans, j'allais dire, casser la machine. C'est là tout l'art des finances publiques, tout l'art de concevoir un budget. Et à 577 députés, on pourrait espérer quand même qu'on y arrive. Mais là encore, si les élus d'extrême gauche, d'extrême droite ne comprennent pas cela. Il y en a qui comprennent. Moi, j'écoute de tous les bords, mais il y en a qui le comprennent. Seulement, ceux qu'on entend, ce sont des grandes phrases. Et finalement, le travail de fond qui devrait être fait, qui est fait aussi, mais dans l'ombre, on ne le voit pas. Puis pour être honnête, c'est très technique. Donc, ça n'engage pas les foules. Néanmoins, il faut reconnaître aussi à ces députés qui ont fait le pari de travailler le fond, qu'ils font du bon travail et qui ne sont pas bien servis par ceux qui parfois partagent leurs idées, qui parfois sont dans leur parti politique, parlent d'autres choses. Des choses violentes, outrancières. Donc le travail là, de trouver les économies, de trouver finalement une meilleure répartition des richesses, c'est le travail du Parlement, Sénat, Assemblée nationale. Mais ce qu'on entend là, c'est, encore une fois, quand on discute avec les gens même sur le marché, c'est une foire. Et il y a cette déception, en plus de ce risque de financement du PLF. Le général de Gaulle, en son temps, il fallait que je le place, vous pensez bien, disait, si c'est la politique des partis, ça ne fonctionnera pas. Il l'avait dit plusieurs fois. Est-ce qu'on est revenu justement à une forme un peu 4e République et politique des partis? Alors, il ne s'agit pas de ne pas donner l'importance au Parlement, donc à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais est-ce que les partis, finalement, dominent plus les débats que, j'allais dire, les parlementaires eux-mêmes? Probablement, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je verrais plus cette difficulté pour rester mesuré à l'Assemblée nationale. Justement, avec ils ont tous en tête l'échéance 2027, c'est-à-dire toujours un homme d'État, le président de la République, qui est au-dessus des partis. Ce qui se joue à l'Assemblée nationale, c'est justement de dégager un peu le terrain pour faire émerger cette personne-là. Tandis que la 4e République, c'était, c'est mon tour, hop, j'y vais pour 2-3 mois, etc. Donc, il y a cette instabilité politique, d'une part parce qu'il y a les échéances en 2027, et d'autre part parce que la culture également, cette discussion et cette appropriation du pouvoir à l'Assemblée nationale, ce recentrage du pouvoir à l'Assemblée nationale, n'est plus culturellement dans les esprits des politiques, des hommes et des femmes politiques. Donc, on arrive en effet à une combinaison des deux, et qui fait que on attend, on ne sait pas où on va, et advienne que pourra. J'ai l'impression. Voilà, un petit côté timoré pour avancer vers
Ça aboie beaucoup, mais ça mord pas. Je vous laisse libre de vos propos. Hein, voilà. Un homme s'est détaché un petit peu à côté, j'allais dire, de tout cette actualité importante. Mais néanmoins, il crée l'actualité. C'est Édouard Philippe qui a décidé de sortir du bois, comme l'on dit un peu trivialement, et de dire, voilà, moi je serai candidat en 2027. C'est pas un peu tôt? Moi, je pense que c'est réfléchi, parce que, comment dirais-je, il y a eu des échéances politiques qu'on n'attendait pas. Et Édouard Philippe a annoncé sa candidature. Elle a été réfléchie. Il avait déjà en tête depuis un moment. Mais, enfin, il voulait quand même être sûr de la pertinence de ses idées, de ses projets. Et le fait qu'il soit un élu local, qu'il soit maire du Havre et président c'est pas une agglomération, mais du Havre, etc., et des 54, Havre, voilà, des 54 autres communes, montre qu'il a fait ce travail-là comment dire, il a sondé le terrain aussi. Alors, donc vous avez les échéances électorales qui peuvent être bousculées, donc il faut être prêt. Il faut dire on n'est pas à l'abri d'une autre dissolution en juin prochain. Oui, on n'est pas à l'abri de plein de choses. Donc, si vous avez des informations, nous sommes preneurs. Non, j'en ai pas. Mais certainement pas moi à mon niveau. Mais il y a des échéances. L'actualité politique peut être bouleversée. Et ça provient d'une réflexion qui est profonde et qui est durable. Donc, être clair pour les Français, oui, j'y vais. Donc, si vous voulez me faire confiance, eh ben, c'est pour un objectif, c'est pour les présidentielles. Et vous pouvez me faire confiance d'autre part parce que je suis sur place. C'est pas une déconnexion au territoire Paris. Hein. Il y a les deux qui sont nécessaires. Mais ce contact avec les Français, que les Français ont l'impression d'avoir perdu avec leurs élus, Édouard Philippe l'a gardé, tout en étant président d'un parti qui se porte bien, de mieux en mieux, très bien au fil du temps. Donc pour moi, c'est pas trop tôt, puisque finalement, beaucoup de gens s'en doutaient de ça. Et maintenant, ils savent. Voilà. On peut lui faire confiance. On parlait de ce qui peut arriver. Alors, effectivement, de cette possible dissolution en juin prochain. Le président de la République aura les mains libres à ce moment-là. Il peut aussi avoir, plus près de nous, un 49-3 pour voter le budget. Il peut avoir aussi des motions de censure qui peuvent être déposées, qui peuvent aboutir aussi. On risque peut-être d'entrer dans une autre période d'instabilité qui serait presque institutionnelle à ce moment-là. Oui, mais là encore, c'est possible. Mais, vous voyez, il y a toujours, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a toujours finalement le risque pour ceux qui veulent faire tomber le gouvernement que finalement les conséquences de cette instabilité ne leur retombent dessus. C'est pas ce qu'ils veulent. Le Rassemblement national ne veut pas ne veut pas pour l'instant voter une motion de censure. Il a dit qu'il ne le ferait pas, en tout cas. C'est ça, mais pas par générosité. C'est parce qu'ils comprennent bien que, pour l'instant, ils semblent être les maîtres du jeu, et c'est un peu, en quelque sorte, un jeu de dupes. Parce que s'ils appuient sur le bouton nucléaire, le fameux bouton nucléaire pour faire tomber un gouvernement, si après que ce gouvernement démissionnaire s'en aille, il faut trouver un nouveau gouvernement. Est-ce que le Rassemblement national a quelque chose à proposer? Non. Non, il n'en a pas. Il en est bien conscient, mais il reste dans cet entre-deux qui est très confortable pour lui, sans prendre de risques, en attendant les élections de 2027. Et de l'autre côté, vous avez les LFI, je dirais pas le nouveau Front populaire, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas les LFI qui veulent faire tomber le gouvernement. Mais c'est pareil, un coup de sang. Qu'y a-t-il derrière? On ne sait pas trop non plus. Donc oui, il y a la possibilité de faire tomber un gouvernement, ce serait pas dans l'intérêt du pays, parce que ceux qui travaillent sérieusement, eux, essayent de l'éviter. Et ceux qui veulent faire croire qu'ils travaillent sérieusement, notamment le Rassemblement national, disent non, nous n'allons pas actionner le bouton de la censure parce que nous sommes responsables. Non, c'est parce qu'ils n'ont rien à gagner à faire tomber un gouvernement qui, dans quelques années, eh bien, ils vont critiquer allègrement en disant que non, nous n'avions pas toutes les marges de manœuvre. C'est certain que ça se passera comme ça. Mais il n'y a pas de... Pour l'instant, le bloc central, c'est le seul qui prend, et notamment Horizon, qui prend justement ces décisions difficiles d'essayer de travailler ensemble en sortant justement de ces visions partisanes. On peut le faire, on nous regarde, on a les compétences, allons-y.
On parlait tout à l'heure de l'Union européenne qui regarde de près ce qui se passe en France. On va élargir un petit peu la focale. Il y a aussi la Russie. Un certain Vladimir Poutine qui se réjouit un petit peu du climat dans notre pays et d'une forme d'instabilité. Est-ce que c'est aussi un peu jouer avec le feu ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique en France? Alors, je parle de géopolitique. Là. Oui, mais c'est ça justement j'allais dire, pas le plus triste, parce qu'il y a des enjeux pour avoir une loi de finances. Mais ça donne pas, en effet, une image très glorieuse de la France. En tout cas, pas l'image glorieuse historique qu'on peut s'en faire à l'étranger. Et donc, oui, ça a des conséquences sur la crédibilité, ne serait-ce que dans l'Union européenne. Crédibilité, puisqu'on a un déficit, on est en procédure de déficit excessif et pour cause. On a une dette également qui a fortement augmenté, si ce n'est explosé. Donc, la voix de la France s'en retrouve un petit peu affectée de ce point de vue-là au sein de l'Union européenne. À l'étranger, aussi, puisqu'on se dit que le régime politique, il y a de l'instabilité, on ne sait pas qui va prendre les décisions, il n'y a pas de visibilité sur ce qui va se passer en France. Donc oui, ça joue nécessairement sur l'image qu'on a de la France et du chef d'État, puisque c'est lui qui parle à l'étranger au nom de la France. Il nous reste une petite minute. Oui. Un pays affaibli tel que la France, c'est dangereux quelque part dans le contexte géopolitique. On parlait de la Russie, mais il y a ce qui se passe aussi au Proche et au Moyen-Orient. Et puis, ça ne vous aura pas échappé, dans moins de 20 jours maintenant, un nouveau président aux États-Unis qui pourrait s'appeler Donald Trump. Alors la France n'est pas affaiblie. Elle a un risque d'être moins crédible, mais elle n'est pas affaiblie. Pourquoi ? Parce que le président de la République, notamment à l'étranger, a des pouvoirs que des autres chefs d'État et chefs de gouvernement n'ont pas. Notamment les forces armées. Pour le regretter que l'Assemblée nationale et le Parlement soient moins sollicités que dans d'autres démocraties, néanmoins, si la France veut agir à l'étranger, à l'extérieur, elle peut le faire rapidement. Donc il y a quand même cette force de la Ve République que beaucoup à gauche tense, mais il y a toujours cette force-là. Donc, c'est deux choses encore un petit peu différentes. Voilà, alors on va observer tout cela et vous reviendrez nous en parler, même si je crois que vous allez faire une petite éclipse dans les temps qui viennent, géographique. Guirec Hamon, qui est référent des Jeunes Horizons des Côtes d'Armor, était avec nous en direct ce matin pour balayer l'horizon politique un peu plus largement. Oui. Merci infiniment d'avoir été avec nous et très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.